Kerry James le mélancolique. Oui, je sais, je suis un très bon imitateur, merci. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler du film Banlieusard, réalisé par Kerry James et Leila Si, et sur Netflix, et malheureusement pas au cinéma. Parce qu'au cinéma, on préfère laisser quelqu'un qui ne connaît rien à la banlieue faire des films sur cet univers pour qu'on ait... pour finir, bande de filles de Céline Sciamma. En tout cas, qu'est-ce que ça raconte le film de Kerry James et Leila Si? Le synopsis quoi. On est dans le 94 avec une mère veuve et 3 fils. Il y a aussi 2 filles mais elles ne sont pas à l'image, on sait juste qu'elles existent. Et donc on a ces 3 garçons qui ont chacun leur tranche d'âge, c'est-à-dire que le plus jeune il est en 3e, celui du milieu il est sur la fin de ses études de droit. Et le plus vieux, incarné par Kerry James, lui, bon bah voilà, c'est un peu le daron, il a une trentaine d'années et il bicrave de ouf quoi. Bicrave, ça veut dire qu'il deal, pour les vieux qui nous regardent. Et donc on va suivre le train de vie de cette famille avec un plus jeune qui ne sait pas trop vers quoi se tourner, c'est-à-dire que d'un côté il a un frère très sage et de l'autre il a un frère qui fait vraiment de la merde mais qui lui gagne de la thune en masse. Et une question importante se pose, et cette question elle se pose dès le début du film puisqu'en fait c'est le sujet du scénario en fait. Et donc cette question c'est: l'État est-il responsable des crises en banlieue? Elle n'est pas tournée exactement comme ça il me semble, mais en tout cas c'est l'idée. Et donc le scénario de Kerry James ne va pas répondre à la question, c'est-à-dire qu'on a le pour et le contre. Ce qui fait que le film ne répond pas à la question, mais interroge la population sur ça. Et c'est ce que Kerry James fait depuis des années à travers ses textes. Ce film, c'est une synthèse des albums de Kerry James. Et d'ailleurs, le moment de la plaidoirie à la fin, c'est là où on a l'ensemble des points de vue, l'ensemble des arguments et des exemples. Et là, c'est puissant. C'est puissant parce que tu peux pas donner tort à l'un et tu peux pas donner tort à l'autre non plus. Enfin, c'est ni l'un ni l'autre n'ont raison. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que au niveau de la récompense par rapport à cette finale, qui ressemble beaucoup à une battle de rap hein, d'ailleurs, hein, cette plaidoirie ressemble beaucoup à une battle de rap, j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, le résultat, eh ben, c'est normal que ce soit celui-là. Je vous dis pas lequel, je vous dis pas qui a gagné, mais c'est normal. Et c'est d'ailleurs pour ça que le choix des personnages est très intéressant, parce que d'un côté, on a le personnage de Kerry James, qui lui est totalement responsable de ce qu'il fait, hein, clairement, et son petit frère qui fait du droit, lui, profite de l'ascenseur social. Mais en même temps, il se fait contrôler par la BAC et se fait traiter de bamboula. Donc c'est un discours nuancé qui m'a vraiment beaucoup plu et qui m'a touché, parce que vraiment, là, on pose des interrogations, on n'est pas en mode on va changer le monde, on n'est pas en mode on va régler les problèmes à travers notre fiction, parce que non, si c'était aussi facile, il y a longtemps qu'on n'aurait plus de problèmes en banlieue. Et tu sens que c'est un mec qui vit dans les cités qui raconte ce truc. Tu sens aussi que Kerry James a vécu ces choses-là, parce que avec Mafia Cafri, à l'époque, ils ont quand même bicrave beaucoup pour pouvoir payer leurs albums, pour pouvoir payer les enregistrements en studio. Il raconte même des anecdotes, je sais plus si c'est lui ou Damon One qui le racontait, mais genre à un moment, si t'avais ton client qui te payait pas, tu pouvais le foutre dans une bouche d'égout toute la nuit, tu vois, par exemple. Il se retrouvait des heures dans une bouche d'égout, et histoire que ça lui serve de leçon pour qu'il paye par la suite. C'est pour ça qu'on y croit aussi. Parce que les mecs de cité, clairement, quand ils vont voir ce film, ils vont savoir que ça se passe comme ça. Il y a plein de petits détails intéressants, genre comment les passants ils vont réagir face aux mecs qui sont en bas des tours, comment aussi la question du matriarcat est très important, c'est-à-dire qu'il y a une scène dans un bus où t'as 2 petits cons qui mettent la musique à fond, le chauffeur il leur dit de baisser le son, ils vont directement être agressifs, alors que quand t'as la mère des 3 fils, elle leur dit mon fils baisse le son s'il te plaît, il ferme sa gueule, il baisse les yeux et il éteint sa musique. Donc il y a vraiment une importance aussi de la mère, et ça c'est pas un petit truc anodin, c'est-à-dire que c'est aussi pour montrer qu'il y a un respect envers les parents. Ça change du portrait qu'on nous fait dans les médias. Ici on nous montre que ce sont des gens qui ont quand même des codes, des principes, qui sont quand même obéissants envers une certaine autorité. Mais évidemment, c'est pas l'autorité qui vient de l'extérieur et qui te traite comme une grosse merde. Non, là c'est l'autorité maternelle, donc c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Et ça c'est vraiment très intéressant, c'est ce genre de tout petit détail qui te montre que la vie en cité c'est nuancé, c'est pas genre ah vous avez vu les racailles c'est des racailles, ils ont aucune race, c'est vraiment des enfoirés. Certains ont des principes, même s'il faut bien avouer que ça se perd un peu plus maintenant. Donc voilà, en termes de scénario, de discours, c'est vraiment un discours fort, c'est un scénario auquel on croit. Moi les paroles de Kerry James, que ce soit dans les albums ou sur ce film, j'y crois totalement, j'y adhère totalement parce que je trouve qu'il a un regard sur cet univers qui est
totalement légitime en fait, et aussi intelligent. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que le rap c'était mieux avant, ou en tout cas que les rappeurs qui sont là depuis 20-30 piges, eux ils savent encore de quoi ils parlent. C'est-à-dire que Kerry James aujourd'hui quand tu écoutes ses paroles, ok le gars passe plus sur Skyrock, mais au moins ce qu'il dit c'est vrai, ce qu'il dit c'est un vrai discours, c'est une vraie vision. Alors que globalement, bon bah le rap aujourd'hui c'est plus de la variété française qu'autre chose quoi. Et même quand t'écoutes NTM, NTM c'était il y a 20 piges, quand t'écoutes les paroles, elles sont toujours d'actualité. Donc les mecs ils posent vraiment un regard là-dessus, un regard qui se perd totalement dans le rap actuel. Faut aller clairement du côté de l'indépendant en fait. Alors je dis pas que tous ceux qui vendent des disques ne racontent rien, hein, il y en a qui racontent des choses, mais je trouve que globalement dans le microcosme du rap français aujourd'hui, ça raconte plus grand chose et ça fait surtout des morceaux sans profondeur. Voilà pour ce qui est du discours et du scénario, vraiment c'est très très fort, il y a beaucoup d'émotions, j'ai versé ma petite larme quand même, hein, parce qu'il y a vraiment les acteurs sont très bons, j'en ai pas parlé mais surtout mais la plaidoirie quoi, enfin quand il parle de Adama et tous ces gamins qui sont morts à cause de bavures policières à la con, tu te dis putain là c'est fort. Et même au niveau de la réal, ce qui va me permettre justement de faire la transition sur la réal de Leila Si, et de Kerry James aussi qui a co-réalisé le film, c'est fort aussi à ce moment de la plaidoirie, mais je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que je sais que Leila Si, j'espère vraiment que ça se dit Si et pas Sai, je suis désolé si ça se dit Sai. Donc c'est une réalisatrice qui fait les clips de Kerry James depuis des années, ce qu'elle fait en termes de clips c'est vraiment des grosses tueries. Mais le clip, bah c'est pas pareil qu'un long métrage, et tu sens quand même que là c'est pas la même chose. C'est-à-dire que elle sait composer ses plans avec la lumière et tout, je sais pas qui est le chef-op, hein. Peut-être que c'est le même qui bosse avec eux d'habitude sur les clips. Ça fait très bien le taf, il y a des plans qui sont vraiment beaux, notamment quand t'as le début de Lettre à la République, où il commence à pleuvoir, alors tu vois que ça fait fake, hein, que le ciel est fake et tout, mais ça donne une belle image finalement, même si elle est fake, même si tu vois que c'est pas vrai, parce que je trouve que le banc sur le toit il est super bien cadré, que t'as Paris vu de loin comme ça avec ce coucher de soleil qui est vraiment balèze. Après justement sur toute cette scène t'as un côté genre la rage qui commence à monter. Mais voilà, en dehors de ce passage là et la plaidoirie qui en termes de montage est vraiment bien foutue, bah, globalement la réal tu sens qu'elle est un peu maladroite. Au niveau du montage il y a même des faux raccords parfois et tu les sens bien quoi, c'est pas juste tu te dis ah il y a un faux raccord, là c'est carrément un problème d'échelle de plan, c'est à dire que tu sens que genre à un moment voilà il y a celle qui fait le plaidoyer avec le personnage principal, elle est assise à un café, il s'assoit avec elle, ils discutent en champ contre champ et puis on a un plan sur elle et cut. Voilà, et elle sort un appareil photo de son sac, et là tu sens qu'il y a le faux raccord et il est vraiment mauvais quoi, tu sens que ça t'agresse, c'est-à-dire que tu sens le découpage, et ça c'est vraiment un truc qu'il faut pas faire au cinéma, et ça c'est dû à l'échelle de plan, c'est-à-dire que elle est cadrée en gros plan au moment où elle fait ça, et puis le plan suivant, elle est toujours cadrée en gros plan, sauf que là, elle sort un appareil photo. Donc là, ça ne fonctionne pas, il aurait fallu peut-être un plan de demi ensemble, on les voit tous les deux, avec elle qui sort l'appareil photo. Tu sens que parfois il manque des plans comme ça. Il y a un moment, c'est pareil, ils sont en train de manger, il y a la mère, il y a le plus jeune et le fils du milieu. Ils sont en train de manger et puis pouf, il y a un cut et en fait c'est juste le grand frère qui prend l'assiette pour la débarrasser. Mais sauf que c'est toujours sur la même échelle de plan. Donc en fait tu sens qu'il y a un truc qui coince là. Je me suis dit mais c'est bizarre de pas avoir fait un plan de transition, ou alors ça aurait pu être des plans de secours en fait. Pour pouvoir faire une transition, je sais pas, un plan sur l'assiette, genre il prend l'assiette. Là, comme ça, on aurait pu faire le plan normal, le plan de base, le plan sur l'assiette, retour au plan de base, voilà, avec la bonne échelle de plan, enfin l'échelle de plan du premier plan, et hop, il peut débarrasser la table sans que ça pose problème à l'œil. Donc voilà, au niveau du montage, j'ai des petits soucis. En termes de déplacement de caméra, c'est moins foufou que ce qu'elle fait dans les clips. Mais c'est toujours pareil, hein, comme je le dis, raconter un clip et raconter un long métrage, une histoire linéaire, c'est pas la même chose. Parce que justement, la question de la linéarité dans le long métrage, elle est importante. Alors que dans un clip,
tu peux filmer comme tu veux et assembler les morceaux, la question de la temporalité n'est pas importante. Voilà, c'est un premier film, c'est un premier long métrage, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus extravagant à ce niveau-là. Ce qui est vraiment fort finalement, c'est l'écriture du film, et cette écriture, elle est quand même accompagnée d'une mise en scène qui porte le message, quoi, donc ça va. Et il y a quand même des plans qui sont assez balèzes, je pense au travelling arrière à la fin du film. Voilà, il est puissant parce que c'est un travelling. Je sais plus si c'est Metz qui disait ça, le travelling est une affaire de morale. Alors évidemment, quand il en parle de cette morale pour le film en question, c'est un film sur la Shoah, etc. C'est pas expliqué pour la même manière, mais cette question de morale à travers le travelling, eh ben, peut être appliquée au film de Leila C. et Kerry James, parce que c'est un travelling qui est là pour poser un regard, pour que toi tu te fasses ta propre morale sur ce que tu as vu. Alors évidemment, hein, je ne dis pas que la manière dont a été utilisée cette phrase sur le film Capot s'applique à ce film. Justement, hein, c'est pas du tout la même manière dont je l'utilise, mais on retrouve cette idée de dire le travelling est une affaire de morale, parce que ça te pose un discours, parce que tu dois te poser une question sur la moralité de cette histoire. Qu'est-ce que tu te forges comme morale par rapport à ce qu'on t'a montré. Moi, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, c'est très bon. Oui, tout à fait très bon. Parce que oui, il y a des maladresses dans la réalisation ou dans le montage, mais le discours est tellement intéressant finalement, et tellement nuancé, ça fait vraiment plaisir d'avoir ça, et que ce soit raconté par des gens qui connaissent le milieu et qui soient pas là en mode voilà, bonjour, j'ai fait la Fémis, je connais rien aux banlieues mais je vais quand même faire un truc dessus, alors qu'on a l'impression que les gens n'y ont jamais foutu les pieds. Bah moi ça m'emmerde, alors que des gens vraiment qui ont la légitimité d'en parler et qui clairement s'investissent au quotidien dans ce milieu et qui ne font pas juste se dire oh tiens, aujourd'hui je vais faire un film sur la banlieue. Bah eux ils ont du mérite, et tu vois le résultat final parce que c'est un résultat qui correspond à la réalité des choses. Donc merci à toute l'équipe et merci à Netflix. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que t'as pensé du film ou si maintenant t'as envie de le voir, et puis abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'actionner la petite cloche parce que oui, sinon tu ne seras pas alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile.